Donc on va parler un petit peu d'acheter avec cœur. Alors forcément il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire classique, hein. Donc il y a des choses que je ne vais pas traiter, qui sont en fait j'ai pris le parti, sinon ça aurait été beaucoup trop long et en plus on est déjà en retard, donc c'était pas adapté. Donc je ne vais pas parler de la partie ischémique. Si vous avez des questions, on pourra en discuter après, mais il n'y a rien de nouveau, c'est classique, voilà, c'est un facteur de risque. La prise en charge de l'infarctus, elle n'a pas été modifiée depuis maintenant plus de 5 ans. Les recommandations sont recopiées à l'identique, donc il n'y a rien de particulier sur l'hypertendu et la cardiopathie ischémique. Donc je ne l'ai pas traité, j'ai pris ce parti, même si c'était appelé dans le programme. Je sais que vous étiez venu spécialement pour ça. Eh bien, ça ne sera pas traité. Par quoi? Parce que je vais vous traiter par contre de 3 autres choses qui sont plus nouveaux ou qui évoluent plus. La première, c'est qu'il est important de recomprendre les mécanismes d'hypertrophie ventriculaire gauche, d'augmentation de la masse et de transition vers une forme particulière d'insuffisance cardiaque qui est dite à fraction d'éjection préservée, très liée à l'hypertension, et ça, il faut en parler un peu plus. Je vais vous parler des cardiomyopathies hypertrophiques obstructives, et je vais vous parler un tout petit peu à la fin de fibrillation auriculaire, ça a un tout petit peu évolué aussi dans ces domaines-là. Alors, la première chose à retenir, c'est que il y a 2 messages. Le premier, tu as dit qu'il fallait retenir que si le traitement antihypertenseur ne marchait pas, c'est que les gens ne prenaient pas le traitement. Le deuxième message, c'est qu'il y a une évolution progressive du domaine pour ne plus parler de l'insuffisance cardiaque, mais des insuffisances cardiaques. En 2016, la Société européenne de cardiologie a fait une reclassification de l'insuffisance cardiaque chez les gens avec insuffisance cardiaque. Vous voyez qu'il y a maintenant 3 classes distinguées. Probablement qu'on va aller à 2 classes, je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Il y a celles qui sont dites réduites, c'est-à-dire en fait basées sur la fraction d'éjection, donc un vrai problème de la pompe qui est authentifié par une fraction d'éjection à moins de 40%, versus celles qui sont dites à fraction d'éjection préservée, avec une fraction d'éjection qui est normale, ou en tout cas dans les zones normales, c'est-à-dire supérieure ou égale à 50%. Et puis il y a ce qu'on appelle le mid-range, c'est-à-dire intermédiaire entre les deux, entre 40 et 50%, pour lequel on a maintenant des informations pour penser que c'est moyennement réduit finalement. Donc probablement que ces deux ici vont fusionner, mais ça veut dire qu'on va avoir un peu une classification à 2 groupes, celle systolique, c'est-à-dire avec un défaut de la fraction d'éjection, et celles qui étaient dites historiquement diastoliques, qui sont aujourd'hui dites à fraction d'éjection préservée. Pourquoi c'est important et pourquoi on en vient là? Très rapidement, 3 choses. 1, il y a un croisement des courbes de prévalence. La prévalence de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est en hausse permanente, en lien avec le vieillissement, quand la prévalence de l'insuffisance cardiaque systolique à fraction d'éjection réduite est en baisse permanente, en lien avec la prise en charge améliorée, notamment dans le post-infarctus, parce que c'était ça le gros des troupes. Et vous voyez qu'en fait, ce sont des données personnelles qui sont notées ici. Sur l'entrepôt de données de l'HEGP, quand vous regardez, on est arrivé à l'équilibre. Vous voyez que les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection réduite, c'est 43,6%. Les fractions d'éjection préservées, c'est 45,4%. Je vous montrerai d'autres données après, vous verrez que c'est à peu près une vision en fait absolument moyenne de ce que voit à peu près l'ensemble des sites. Ce n'est pas tout à fait les mêmes formes. On voit qu'ils sont plus âgés, ils ont globalement une petite décennie de plus, et on voit bien qu'il y a un lien entre la forme en fait, à fraction d'éjection préservée et l'âge qui est plus importante que pour les autres formes. Deuxième chose, il y a un sexe ratio un petit peu inversé. Les fractions d'éjection ABC, c'est plutôt des hommes à 2 tiers, 1 tiers de femmes. Les fractions d'éjection réduites, c'est moitié-moitié avec un petit peu plus de femmes, vous voyez 55%. Et c'est exactement ce qu'on voit ici sur cette représentation qui montre bien cette torsade ici avec la fraction d'éjection près de 50%, donc surtout des femmes. Deuxièmement, c'est au moins aussi grave, et toutes les formes sont au moins aussi graves. Parce que s'il y avait une forme moins grave, pendant longtemps on a pensé que la fraction d'éjection préservée, finalement la fraction d'éjection n'était pas basse, alors ça voulait dire que ce n'était pas bien grave. Ce n'est pas vrai, vous voyez que les taux de mortalité à 5 ans sont les mêmes quels que soient les 3 groupes. Et on est à 75%. On est à 25% de mortalité à 3 ans. C'est ça les chiffres en fait, qui sont retrouvés partout. Donc en fait c'est à peu près ce qu'on dit. Aux alentours en fait en France sur les données européennes, ça c'était les données américaines, de 50% de mortalité à 5 ans. De taux de réhospitalisation qui sont de 25 à 30%, et on pense qu'aujourd'hui l'insuffisance cardiaque en tant que telle représente à peu près 1 à 3% des coûts d'hospitalisation dans la balance. Donc une maladie grave, fréquente,
Et troisièmement, une maladie sans traitement spécifique. Je vais aller vite là-dessus, c'est pas que ça n'a pas été testé, c'est que, et c'est pour ça aussi qu'il y a une distinction maintenant des deux formes, c'est que tout ce qui a été développé dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite a été testé dans l'autre forme, en se disant bah, c'est la même chose, il n'y a qu'à juste le tester, c'est la fraction d'éjection qui est différente. Tout échoue. Et donc, quand le pharmacologue que je suis ne pourra pas vous dire autre chose que lorsque l'ensemble des concepts pharmacologiques échouent les uns derrière les autres dans une forme de maladie, c'est probablement que la physiopathologie est totalement différente. Donc, les bêta-bloquants ne marchent pas, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les bloqueurs du RAS ne marchent pas. Il n'y a que la spironolactone éventuellement qui a montré un bénéfice en termes de réhospitalisation, pas en termes de mortalité. Et les autres traitements ne marchent pas. Les nouveaux traitements qui arrivent, les glyphosines, dont vous avez entendu parler mais qu'on n'a pas encore sur le marché, qui ont démontré un effet incroyable dans l'insuffisance cardiaque systolique, ne sont pas encore testés dans l'autre forme, c'est-à-dire c'est pour les fractions d'éjection basses encore une fois. Donc est-ce qu'ils seront les premiers à marcher? On ne le sait pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de traitement spécifique pour cette forme-là. Okay, donc ça résume, pas une insuffisance cardiaque, mais des insuffisances cardiaques, moitié-moitié de patients, une forme qu'on connaît bien avec des traitements très codifiés, ceux que vous avez entendu parler en permanence, une forme qu'on connaît moins bien, qu'on ne sait pas très bien diagnostiquer et pour lequel il n'y a pas de traitement efficace. Alors, quel est le lien avec l'hypertension? Eh bien, les patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ils sont particulièrement hypertendus. L'hypertension se retrouve en fait très fréquemment un peu partout, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde en fait ces patients, ils sont plus comorbides que les patients avec insuffisance cardiaque systolique. Ils ont beaucoup de choses qui s'associent et ils ont souvent, vous voyez, en fait plusieurs conséquences, l'hypertension directement, l'augmentation des pressions en fait sur l'ensemble de leur secteur, y compris aussi sur la circulation pulmonaire, des modifications du couplage ventriculaire et artériel et la rigidité aortique qui est augmentée, et puis des conséquences aussi directes ou indirectes de l'hypertension sur les dysfonctions rénales et ce qu'on appelle un peu le syndrome cardio-rénal. Je vais vous développer ça un petit peu pour qu'on comprenne. Alors, la première chose, c'est, vous voyez, l'importance de l'hypertension, c'est que comme on ne sait pas bien faire le diagnostic de ces insuffisances cardiaques, aujourd'hui c'est un patient avec une insuffisance cardiaque, donc des signes congestifs ou un BNP qui est élevé, donc qui se présente devant vous et pour lequel l'échographie vous dit, souvent elle vous dit l'échographie normale. En fait, il faut aller un peu plus loin, c'est fraction d'éjection normale. Quand on pousse un petit peu, le cardiologue pourra vous trouver des anomalies échographiques de la fonction diastolique, mais vous voyez que ce n'est pas ça qui va rentrer vraiment en compte. Vous avez un petit score ici qui a été développé, alors celui-là est américain, il y a 2 ans, et vous voyez qu'en fait, il s'appelle H2FPF. H2FPF, c'est l'obésité, l'hypertension, et donc reconnu par le fait d'avoir au moins 2 traitements antihypertenseurs, la fibrillation auriculaire, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'âge, plus de 60 ans, et puis ici un critère échocardiographique en fait, de dysfonction diastolique, qui est le rapport entre l'onde E au profil mitral et l'onde E' avec le Doppler tissulaire. C'est un tout petit peu technique, mais pour le coup, les cardiologues doivent maintenant savoir faire ça. Alors ça, c'est probabiliste. Hein. Vous regardez les points, puis on regarde, on recroise, et vous voyez à peu près la probabilité que vous avez. On a des gens qui ont des vrais HPF, pour le coup, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui ont des scores bas de temps en temps. Donc vous voyez, c'est probabiliste. On n'a pas encore beaucoup mieux que ça. Alors deuxièmement, l'hypertension, c'est en soi un facteur de risque majeur d'insuffisance cardiaque, toute insuffisance cardiaque confondue. Vous avez ici un tableau qui vous montre le surrisque d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ici sur le haut, ou à fraction d'éjection réduite, ici sur le bas. Et vous voyez en fait que l'augmentation de 2 points de pression artérielle systolique vous augmente votre risque d'insuffisance cardiaque préservée ou à fraction d'éjection réduite, dans les 2 cas. Donc en fait, c'est un facteur de risque général de l'insuffisance cardiaque. Mais c'est particulièrement prévalent dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, quelle est la vraie valeur? On ne sait pas exactement. Dans les essais cliniques sur ces patients-là, vous voyez qu'on monte jusqu'à 95% des gens qui sont en fait hypertendus. C'est à croire, du coup, quand vous regardez les essais cliniques, c'est à se dire que c'est une maladie de l'hypertension, finalement, en fait. Dans les registres, c'est un petit peu moins. On est probablement plutôt aux alentours de 60-70% des gens qui ont une hypertension authentifiée et très clairement vue. Alors, pourquoi? Et alors, c'est là où je veux rentrer sur un deuxième concept qui est cardiopathie hypertensive versus insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il faut avoir compris ça. Le modèle principal, et ce qu'on vous a probablement déjà dit, c'est l'hypertension, forcément ça correspond à une augmentation de post-charge.
pour lutter contre l'augmentation de post-charge, le muscle réagit, puisqu'il a une augmentation de son stress pariétal, et il réagit en s'hypertrophiant. Vous avez ici un cas, une belle démonstration, hein, donc c'est un cœur humain coupé, c'est autopsique bien sûr, et on voit bien l'augmentation majeure en fait, de la taille du muscle avec une cavité, vous voyez, on la voit quasiment plus en fait, hein, la cavité a quasiment disparu. Donc ça s'appelle un remodelage en fait concentrique qui va vers l'intérieur en fait et qui repousse la cavité, qui fait que c'est un peu comme une forme restrictive, c'est-à-dire qu'on a une toute petite éjection puisqu'on n'a quasiment plus d'endroit où le sang peut venir à cause de l'hypertrophie, et c'est ça qu'on voit par l'augmentation de la masse ventriculaire gauche. Comme vous l'a dit le professeur Azizi, c'est vraiment très classique de ce qu'on va appeler ici et dénommer une cardiopathie hypertensive. L'hypertension a provoqué une augmentation de la masse ventriculaire gauche. Cette augmentation de la masse ventriculaire gauche est un facteur pronostic chez l'hypertendu. Je n'ai pas repris toutes les études pour des raisons de temps. Ça a été très très bien en fait, démontré. Plus on a cet impact-là, plus on sait que c'est une hypertension compliquée et grave. Ça se traduit aussi par ce qu'on va appeler des troubles de la compliance du ventricule gauche, c'est-à-dire que forcément, lorsque vous commencez à faire du muscle comme ça, c'est exactement comme chez le boucher. Si vous prenez une pièce de viande qui est, qui est un peu fibreuse, elle va devenir très peu élastique, et donc le cœur a du mal dans sa fonction diastolique à se laisser distendre pour laisser en fait la cavité se remplir. C'est ce qu'on va appeler la dysfonction diastolique, et c'est quand je vous parlais tout à l'heure du rapport E sur E' supérieur à 9, c'est ça qui est reflété en fait par ce rapport-là, cette difficulté qu'a le cœur à se laisser distendre, à perdre son élasticité. Et puis, ça va avoir une conséquence directe aussi, c'est justement le fait que l'oreillette, qui doit remplir le ventricule gauche, comme ce ventricule il est hypertrophié, qui ne se laisse pas faire, et elle doit fournir plus d'efforts. Mais le problème, c'est que autant alors ça, c'est pas l'oreillette, hein, c'est le ventricule droit, mais vous voyez bien que dans le cœur, dans les 4 cavités, le muscle il est essentiellement sur le ventricule gauche. L'oreillette, c'est une petite paroi fine et pas très très puissante, et donc avoir une augmentation de la résistance, ça va se traduire immédiatement par une dilatation en fait de celle-ci, un modelage atrial, qui conduit en premier lieu à un développement de troubles rythmiques et de fibrillation auriculaire. Et là, vous avez l'ensemble de la triade qui vient d'arriver chez l'hypertendu. Mais là, on est dans la cardiopathie hypertensive. Car l'hypertrophie ventriculaire gauche est en soi un facteur pronostic, même si vous n'avez pas d'hypertension. Et ça a très bien été démontré dans les études Framingham. Vous prenez des gens, en général, vous mesurez, en fait, vous voyez, ça date de 90, vous mesurez la masse ventriculaire gauche chez des gens qui n'ont rien par ailleurs, et vous voyez qu'effectivement, le taux d'événement dans le temps est plus important chez les gens qui ont une augmentation de leur masse ventriculaire gauche. Donc ça traduit, en fait, probablement une augmentation du stress pariétal, et ça traduit qu'il se passe quelque chose, que votre cœur est soumis à contraintes plus importantes. Vous avez ici, plus récemment, une confirmation de ça en 2015, avec de l'IRM, cette fois-ci, maintenant. Mais la deuxième chose, et c'est pour ça que je vous ai mis cette étude-là, elle est intéressante, c'est que cette augmentation du risque, lorsqu'on a une augmentation de la masse ventriculaire gauche, n'est pas forcément de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez qu'en fait, dans cette étude, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un surrisque en fait, d'infarctus de myocarde, de syndrome coronaire aigu, certes d'insuffisance cardiaque, mais aussi d'autres éléments cardiovasculaires, comme par exemple les accidents vasculaires cérébraux. Donc il y a une augmentation générale du risque cardiovasculaire lorsqu'il y a une augmentation de la masse ventriculaire gauche. Donc comment on passe de l'hypertension donne ce remodelage hypertrophique et cette cardiopathie hypertensive on passe à une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ça, on ne le sait pas aujourd'hui. On ne comprend pas ce qui fait la différence entre les deux formes, qu'est-ce qui explique que certains patients peuvent très bien garder un remodelage hypertrophique, ce qui n'est pas bien, mais sans faire vraiment d'insuffisance cardiaque. Et beaucoup des gens que vous aurez hypertendus, vous allez avoir ces réponses sur l'échographie, augmentation de la masse ventriculaire gauche, dilatation auriculaire, mais ils n'ont jamais fait une insuffisance cardiaque. Vous allez doser le BNP, il ne va pas spécialement être élevé, versus d'autres patients qui vont faire une insuffisance cardiaque vraie, sont hypertendus, et comme vous pouvez le voir, n'ont pas forcément un remodelage hypertrophique. Vous voyez les proportions, il y a à peu près un tiers de ces gens qui ont un remodelage normal. Il n'y a qu'à peu près un quart qui ont ce remodelage concentrique hypertrophique. Et puis vous voyez qu'il y a des formes aussi un peu particulières de dilatation qui peuvent se voir. Donc on a vraiment une entité qui est un petit peu particulière. Alors l'élément manquant, c'est probablement en fait, je reviens sur cet élément de compliance et d'élasticité dont je vous parlais, c'est le fait que ce qui différencie la cardiopathie hypertensive de la cardiopathie liée à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est la rigidification du muscle. C'est la rigidité du muscle. Et la rigidité du muscle, elle dépend de deux choses,
La fibrose, alors ça c'est facile, vous allez chez votre boucher, vous prenez un mauvais morceau de viande rouge qui est très fibreux, vous avez tout de suite, c'est de la semelle, quoi, hein, vous l'appelez généralement comme ça, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Ce qui est plus compliqué, c'est ça, c'est que le cœur, le cardiomyocyte, il peut aussi être rigide par les propriétés élastiques propres de la cellule contractile qui est dit le cardiomyocyte. Il peut lui aussi se rigidifier. On appelle ça sa rigidité passive. Et en fait, donc je vais passer là-dessus, c'est la titine qui fait ça. Mais vous voyez que c'est peut-être ça qui différencie les choses. C'est une étude très intéressante, très originale, chez l'homme, avec des fragments de tissu et de cardiaque humain qui ont été récupérés après des biopsies. Vous avez en fait en blanc des contrôles, en gris clair des gens qui ont de l'hypertension mais qui n'ont jamais fait d'insuffisance cardiaque, et en noir des gens qui ont de l'hypertension et qui ont fait de l'insuffisance cardiaque. Ils ont tous une fraction d'éjection parfaitement normale. Et vous voyez la différence ici là, qui devient majeure entre ces deux formes, c'est le fait que vous avez une augmentation de la fibrose et de la rigidité liée à la fibrose, et vous avez une augmentation de la rigidité liée aussi au cardiomyocyte. Donc le cœur est plus rigide, c'est peut-être ça qui fera la différence à l'avenir. Aujourd'hui, on ne sait pas le mesurer directement. On a des études en cours pour avoir des appareils qui nous permettent d'estimer ça et de pouvoir faire la différence. Et peut-être que l'avenir nous dira si face aux hypertendus, vous devrez mesurer ce paramètre-là pour justement distinguer ceux qui vont aller à l'insuffisance cardiaque de ceux qui n'y vont pas. On ne connaît pas bien aujourd'hui le lien manquant. Est-ce que ça a une influence en termes de thérapie? Aujourd'hui, non. Car comme il n'y a pas en fait de traitement spécifique de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ces hypertendus qui ont de l'insuffisance cardiaque, eh ben on traite l'hypertension. Et c'est là où ça devient un petit peu, ça crée de la confusion, c'est que les traitements pour traiter cette hypertension sont basés sur les traitements qui marchent dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARTAN, les calcium bloqueurs et les diurétiques. Et donc finalement, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une vraie intersection ici entre hypertension et insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. La façon de traiter l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est on traite l'hypertension. Donc les patients reçoivent des traitements en se disant que ça ne peut pas leur faire de mal. On n'a aucune démonstration que ces traitements-là en fait, servent à quelque chose pour le cœur et pour le myocarde. Les bêta-bloquants dans cette forme-là semblent être un tout petit peu évités. Il n'y a pas de données fermes dessus, mais semblent être associés en fait, à une moins bonne tolérance dans ces formes d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est d'ailleurs ça qui est aussi intéressant, c'est que les formes d'insuffisance à fraction d'éjection réduite arrivent finalement de manière assez brutale. L'exemple typique, c'est le monsieur qui n'a pas grand-chose, qui a des facteurs de risque, qui fait l'infarctus de myocarde. Il a une mort cellulaire, il a une perte de masse myocardique, il se retrouve insuffisant cardiaque un peu du jour au lendemain. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, comme je vous l'ai dit, c'est plus un glissement progressif avec du vieillissement, des facteurs de risque, de l'hypertension pendant des années. Et c'est intéressant parce que ça introduit quelque chose ici, qui est ce qu'on appelle les stades B de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire ceux qui sont pas encore, qui sont pré-insuffisants cardiaques. On sait qu'ils vont aller à l'insuffisance cardiaque, ils sont à haut risque, mais ils n'ont pas encore l'insuffisance cardiaque. Et donc c'est intéressant parce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut prévenir ça? On a des données, effectivement, pour penser que quand on prend des hypertendus à haut risque, c'est l'étude All-At. Donc vous voyez, vous vous rappelez de cette étude avec des hypertendus à haut risque. Ils sont suivis 5 ans et on regarde en fait ceux qui développent de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez que c'est moitié-moitié. Enfin, ce que je vous ai dit, hein, l'hypertension, ça favorise l'insuffisance cardiaque en général. Et la moitié fait l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et l'autre moitié fait la fraction d'éjection préservée. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde qu'est-ce qui prévient la survenue de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, eh c'est particulièrement les gens qui recevaient de la chlortalidone par rapport aux autres classes. On a l'impression que les diurétiques, particulièrement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, sont une classe pharmacologique qui prévient le glissement progressif vers l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Je vous montre très rapidement une sous-étude d'une étude qu'on a faite avec le professeur Azizi, où on a comparé un blocage du néphron avec une combinaison de diurétiques versus une combinaison IEC bêta-bloquant sur les paramètres de dysfonction et de diastolique et d'évolution du BNP. Et vous voyez qu'en fait, en rose ici, sous combinaison de diurétique, vous avez tendance à avoir une réduction du nombre de gens qui ont des BNP élevés, alors que ici, sous IEC bêta-bloquant, c'est l'inverse. Et quand vous regardez au niveau échographique, sous combinaison de diurétique, vous avez aussi une disparition de la dysfonction diastolique, alors que ici, sous IEC bêta-bloquant, vous voyez en fait un glissement progressif avec plutôt une détérioration. Donc on a l'impression que les diurétiques sont une des classes intéressantes pour ces patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Deuxième élément pour l'hypertrophie.
les cardiomyopathies hypertrophiques. Alors, il ne faut pas dire cardiomyopathie hypertrophique pour les hypertendus, parce que la cardiomyopathie hypertrophique, ça appelle en fait un mécanisme génétique, qui est une maladie qui est liée à des mutations, je vais vous le montrer, une maladie à transmission autosomique dominante, et qui est particulièrement cause de mort subite par arythmie ventriculaire grave. Je vous ai remis ici cette photo de Marc-Vivien Fouet, qui était un footballeur camerounais, pour ceux qui se rappellent, qui était décédé pendant un match international d'un arrêt cardiaque sur cardiomyopathie hypertrophique. Alors, j'ai mis ici cette diapositive puisque je pense qu'elles sont là pour être partagées. La classification, elle reste en fait très anatomique. Elle a été décrite comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça des cardiomyopathies hypertrophiques, parce qu'on voit une augmentation de l'épaisseur en fait du ventricule gauche. Mais maintenant, on est à un stade moléculaire et c'est une maladie qui est très génétique. En gros, vous voyez à peu près 70% des formes de cardiomyopathie hypertrophiques sont liées à des mutations génétiques qui touchent deux systèmes majeurs qui sont le sarcomère et le cycle calcique. Et en fait, les principales mutations qu'on retrouve sont des mutations qui affectent la myosine. Vous la voyez ici, donc les filaments en fait, entre l'actine et la myosine qui sont les filaments de la contractilité. Et donc on retrouve 35% de mutations de la protéine C, la myosine binding protéine C, et de la chaîne lourde de la myosine. Alors, ce qui est important à retenir, et pourquoi j'en viens là sur l'hypertension, vous allez comprendre dans un instant, c'est que ces formes sont liées à une hypertrophie souvent asymétrique qui touche particulièrement le septum et qui du coup gêne l'éjection intraventriculaire et se traduit par un gradient intraventriculaire et un obstacle à l'éjection en fait, du sang vers l'aorte. Ça, ce gradient traduit en fait des formes dites obstructives par rapport aux formes non obstructives, traduit une sévérité en fait de la cardiomyopathie hypertrophique, se traduit par plus de risques d'arythmie cardiaque et se traduit aussi par un retentissement en termes de dysfonction diastolique sur l'oreillette gauche et une dilatation auriculaire. Donc le but c'est de lutter contre ce gradient. Pourquoi c'est important ? Alors, ici, je vous ai remis aussi, pour bien distinguer, la cardiomyopathie hypertrophique de la cardiopathie hypertensive. C'est une hypertrophie asymétrique sur le septum, souvent associée avec un gradient, vous ne le voyez pas dans l'autre cas, et avec d'autres marqueurs que vous ne voyez pas dans l'autre cas. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un certain nombre de ces patients qui peuvent aussi avoir de l'hypertension. Mais les traitements antihypertenseurs influencent le gradient. Le gradient est influencé par trois choses. 1, la contractilité. Plus c'est contractile et plus il y a de gradient. 2, la post-charge, et 3, la pré-charge, avec un petit problème qui est que la diminution en fait, de la post-charge, notamment lorsqu'on utilise des vasodilatateurs, augmente le gradient. Alors vous voyez que les vasodilatateurs, là pour le coup, vous allez vous retrouver très limité avec beaucoup de traitements antihypertenseurs. Ça veut dire tous les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, des vasodilatateurs périphériques, etc. Et à l'inverse, le changement en fait, et la diminution de précharge, donc avec des diurétiques par exemple à forte dose, augmente aussi le gradient. Donc les patients qui sont en fait, de façon à lutter contre le gradient, on va privilégier bêta-bloquants et bloqueurs calciques inotropes négatifs type verapamil. A l'inverse, les dihydropyridines, les bloqueurs de système rénine-angiotensin-aldostérone, les diurétiques à forte dose sont contre-indiqués en fait, normalement chez ces patients-là. Donc ça pose un petit souci. Alors il y a un papier très bien qui vous résume en fait la stratégie. Le but en fait, donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve face à ces patients-là? L'objectif c'est de diminuer le gradient d'abord pour ensuite pouvoir traiter l'hypertension. Donc la façon en fait, donc s'il n'est pas obstructif, il faut faire attention à l'introduction. On privilégie bêta-bloquants et verapamil. On évite les vasodilatateurs directs, mais globalement à terme on va pouvoir éventuellement les introduire en vérifiant le gradient. S'ils sont obstructifs, il faut d'abord en fait, arrêter tout ça de façon à pouvoir réduire en fait, le gradient sous bêta-bloquant verapamil, éventuellement ajouter de la disopyramide et éventuellement aller à une thérapie plus agressive, soit de réduction du muscle par une myomectomie ou par des alcoolisations septales de façon à réduire en fait, l'obstruction. Et ensuite, on pourra traiter et réintroduire éventuellement des vasodilatateurs. Vous voyez qu'il y a une interaction ici aussi sur hypertension, cardiomyopathie hypertrophique, mais ce n'est pas la même chose que la cardiopathie hypertensive, c'est génétique. Dernière diapo, j'en ai fini. Hypertension et fibrillation auriculaire. Alors, lien aussi majeur,
Vous voyez qu'on est passé maintenant sur l'estimation du risque de thromboembolique sur un nouveau score qui est Schatz-Vask, enfin Schatz-2-Vask, hein, donc c'est celui-là qu'il faut utiliser, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. L'hypertension, ça compte 1 point. Et vous avez ici en fait le risque d'AVC par année en fonction du nombre de points. Donc les hypertendus sont un peu par définition un peu à risque, d'autant plus s'ils associent d'autres facteurs. Mais vous voyez que ça va assez vite, il suffit d'être âgé ou être de sexe féminin pour avoir tout de suite 2 points si on est hypertendu. Et donc on va se retrouver dans des indications de traitement anticoagulant, notamment de type anticoagulant direct oraux. Est-ce qu'il y a une interaction entre les anticoagulants directs et l'hypertension? Est-ce qu'ils sont aussi efficaces ou pas en fonction du statut hypertensif? La bonne nouvelle, c'est que oui. Il n'y a aucune interaction, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, vous voyez, que ce soit en termes d'AVC, de risque hémorragique ou de décès, tout va dans le même sens chez les patients hypertendus. Il n'y a pas d'interaction significative entre les deux, entre le traitement chez les hypertendus et les non hypertendus. Et je vous rappelle que par rapport aux AVK, ça fait globalement moins saigner en major bleeding, ça fait notamment moins saigner dans la tête. Par contre, ça fait un petit peu plus saigner au niveau digestif. Donc il faut quand même privilégier ces anticoagulants directs oraux. Avec ça, je vous remercie pour votre attention.